posée par, disons, le titre de notre intervention, c'est l'identité de l'arabe coranique. Ce message coranique a été vu comme une conscience. De même, les enfants, vous voyez bien, hein, les enfants apprennent à parler avant tout apprentissage des normes de la linguistique. L'enfant apprend à parler, après il a des cours de français. Ici, il apprend à parler, puis après il a des cours de français, des cours de grammaire, des cours de conjugaison. Vous voyez bien, on apprend à parler avant tout. Donc la formation de la linguistique arabe et de la grammaire en tant que science autonome est un processus de grammatisation qui obéissait à un besoin de préservation de la langue et un besoin exégétique, un besoin de fournir, disons, aux érudits les outils permettant d'opérer l'exégèse. Concernant la lexicographie, remarquons qu'il y a une incomplétude dans la recension permettant une sémantique lexicale aboutie. Puisqu'on a restreint, rappelez-vous, on a restreint la recherche à certaines tribus, c'est-à-dire qu'on manque de certaines informations qui pourraient enrichir la recherche. C'est pour ça que c'était fondamental de parler de la critériologie de l'éloquence. Ensuite, le problème de l'intrusion étrangère dans la grammaire, par exemple des catégories aristotéliciennes. Ça pourrait, disons, orienter totalement, disons, le devenir de ces sciences islamiques. C'est l'introduction dans la grammaire des catégories aristotéliciennes. Il y a le livre qui parle de cette question-là d'El Amrani Jamel, Logique aristotélicienne et grammaire arabe, en français. Oui, donc la grammatisation en soi, c'est un réductionnisme car il exclut ou du moins diminue l'importance des autres niveaux de la langue, comme le niveau pragmatique. C'est pour ça qu'on parlera de la théorie de l'hyperlangue après. De même, si on prend uniquement le niveau lexical de la langue, cela implique l'exclusion du niveau morpho-syntaxique et pragmatique, c'est-à-dire il ne suffit pas pour faire de l'exégèse ou pour faire de la recherche islamologique d'aller dans l'Isan al-Arabe, comme certains orientalistes le font, de prendre une définition lexicale d'un mot, et puis d'en tirer une conclusion sur la sémantique coranique, comme par exemple Jacqueline Chabbi a fait. Parfois même une sélection arbitraire d'une des définitions d'un mot. Vous voyez ? Non, il y a différents niveaux de la langue. Il y a le niveau phonétique, le niveau morphosyntaxique, il y a le niveau lexical, il y a le niveau pragmatique. C'est-à-dire là où on va prendre en compte les éléments linguistiques et les éléments extra-linguistiques, donc la culture, la géographie, l'éthos du peuple. Donc, voilà, ses habitus. Oui, car un vocable, quel qu'il soit, il ne peut pas être compris en dehors du contexte de l'énonciation. C'est comme je dis toujours, quand je dis à quelqu'un « ferme la fenêtre », si je n'ai pas le contexte de l'énonciation, ça peut toujours vouloir dire 4, 5, peut-être même 6 choses. Ferme la fenêtre, peut-être parce qu'il y a du bruit dehors, peut-être parce qu'il fait chaud, peut-être parce qu'il fait froid, peut-être parce que je ne souhaite pas qu'on entende dehors ce que je dis à mon interlocuteur. Vous voyez bien que le niveau pragmatique du langage, de la langue, est supérieur. En tout cas, il est essentiel dans l'étape de la compréhension. Il est déterminant même, ce niveau. D'ailleurs, c'était connu, ça, le fait de ne pas s'en tenir uniquement à une définition dans un dictionnaire, au niveau lexical, c'était connu chez tout le monde, dans la tradition classique, chez les principiologues. Et qu'est-ce qu'on fait ? On donne la définition linguistique, lexicale, et puis ensuite la définition dans le domaine, dans le domaine visé. On va définir ce que c'est par exemple le qiyas dans la langue arabe, dans le lexique, puis ensuite on va le définir dans le domaine. Vous voyez bien, même d'un domaine à un autre, le mot il veut dire autre chose. Non, voilà. Ouais. Et ça, les Usuliyoun étaient bien conscients de cette donnée-là.
surtout dans le cas de la langue arabe, semble inconsciemment nous faire croire qu'il n'existe qu'une seule école grammaticale. Ça, c'est un autre problème. Mais en réalité, de quelle grammaire parlons-nous? De l'école synthétique de Basra, de l'école analogique de Koufa ou l'éclectisme de Bagdad, sans compter les autres écoles qui ont découlé grosso modo de ces deux premières. Si on sait que la méthodologie basrienne, notamment, elle a l'axe méthodologique de l'école grammaticale de Basra cherche à établir des règles générales et à ramener les exceptions à des règles générales. L'école de Koufa, elle va opérer une certaine tolérance à l'égard des exceptions grammaticales. Or, on sait que quand on cherche à formaliser un système, et ici un système grammatical, c'est quoi le plus grand ennemi d'un système? C'est l'exception, bien entendu. Pour ça, inna hadani la sahirani. Alors on va chercher un procédé rhétorique connu chez les Arabes, ou alors ce procédé, cet énoncé était alors une pratique connue par un autre dialecte, ce qui laisserait supposer que peut-être que l'arabe du Coran, le Fusha, est la somme dialectale de tous les Arabes, de toutes les tribus, de tous les dialectes. C'est une hypothèse. Peut-être que le Coran est la somme arithmétique des dialectes arabes. Oui, donc le niveau grammatical ou lexical ne peut constituer à lui seul l'outil par excellence de l'exégèse coranique, puisque le niveau grammatical doit, oui, s'il est pris en compte, mais il y a aussi le niveau rhétorique. Quand je dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, et si je dis na'budu iyyak wa nasta'inu iyyak, grammaticalement, il n'y a rien qui est faux dans les deux cas. Fa'budu rabba hadal bayt, fa'budu rabbal bayt. C'est pas le niveau grammatical là qui nous aide, c'est le niveau rhétorique. C'est au niveau éloquence. Éloquence. Vous voyez bien que quand on étudie un énoncé, on doit faire interagir plusieurs disciplines en réalité. Il y a une multidisciplinarité, un holisme. Donc l'idée c'est que quand on dit qu'il y a des exceptions grammaticales dans le Coran, oui, mais de quelle école grammaticale parlons-nous? Et puis ne faisons pas d'anachronisme. Ne faisons pas d'anachronisme. Et ça, c'est une question qu'on va donc élucider à la lumière de ce qu'on appelle l'hyperlangue. Oui, donc la critique, disons, ou l'étude du processus de la grammatisation de la langue, donc je répète, c'est donc le processus de la grammatisation, c'est la grammaire et c'est la lexicographie. À entendre comme donner précédence au niveau syntaxique. Donc, ce prisme-là est contenu dans la proposition de Sylvain Roux qui dit, voilà, les hommes parlent avant l'élaboration de toute grammaire, comme je l'ai déjà dit. D'ailleurs, même le niveau pragmatique de la langue est souvent évoqué par Taha Abd al-Rahman, donc le grand philosophe marocain, pour qui le niveau pragmatique de la langue est supérieur au niveau syntaxique et sémantique, pour les raisons que j'ai évoquées, car il prend en considération les éléments linguistiques et extralinguistiques dans l'effort de la compréhension d'un énoncé. Donc si la réalité d'une langue existe, dans la réalité d'une langue, il existe une variété dialectale, ça ne signifie pas que les locuteurs de cette langue ne partagent pas tous la même grammaire en réalité. Vous voyez bien, même dans une classe sociale, quelqu'un de condition bourgeoise, quelqu'un de condition ouvrière ne partage pas la même grammaire, au sens grammatico-lexical. Vous voyez, le vocabulaire n'est pas le même, les tournures de phrases ne sont pas les mêmes. Est-ce que ça empêche ces individus de se comprendre néanmoins? C'est ça la question. C'est-à-dire dans certaines tribus,
le mot yed, il veut dire la main, dans d'autres tribus, il veut dire le bras. Est-ce que ça veut dire que les Arabes ne se comprennent pas? Non. À Liège, on dit un bonbon, un biscuit. Parce que à Bruxelles, on ne comprend pas ça. Est-ce qu'on n'arrive pas à parler avec les Liégeois? Vous voyez bien. L'idée que donc il y a des éléments supragrammaticaux qui sont à prendre en compte. C'est qu'en réalité, les locuteurs d'une langue partagent un même espace. C'est ça l'hyperlangue. Certains Arabes connaissent la flexion casuelle, Sallamtu ala al-mu'minin. D'autres ne connaissent pas cette flexion, Sallamtu ala al-mu'minun. On peut même essayer de voir le verset Inna alladhina amanu wa hadu was-sabi'un. Vous voyez? Certains détracteurs du Coran essayent de dire ah oui, mais c'est pas mansoub à cet endroit-là, vous voyez bien. Pourtant, c'est un usage qui était connu chez certains Arabes. Si nous comprenons cette réalité langagière, donc on peut comprendre le rapport qu'entretient la grammaire avec les sciences islamiques, mais toujours bien resituer la grammaire en tant que discipline dans sa diversité, et dans sa complexité. Voilà, le Coran contient des exemples rhétoriques et grammaticaux différents à certains endroits. On va exposer le modèle de l'hyperlangue. C'est quoi exactement une hyperlangue? Donc on va y aller de manière méthodique. Premièrement, il s'agit de dire que différents individus ont entre eux des relations de communication. Voilà, il y a un espace communicationnel et ces relations s'effectuent sur base de compétences linguistiques. Voilà, on a des compétences communicationnelles, donc on a des aptitudes pour s'exprimer, tout simplement. C'est donc au sens le plus trivial du terme. Et ces compétences linguistiques individuelles ne sont pas toujours les mêmes. C'est ça que j'ai dit. Donc voilà, certains ont accès à des dictionnaires, à un Becherel, à un traité de grammaire, d'autres non. Ça ne veut pas dire que ces individus ne se comprennent pas, mais il y a des niveaux, je dirais, il y a des niveaux. Effectivement, il y a des niveaux. C'est graduel. Oui, donc les individus peuvent avoir accès à des outils linguistiques. Donc, maintenant, on a des externalités cognitives qui n'étaient pas connues au temps de la révélation. On a des dictionnaires, des épîtres, des traités, on a des sources épigraphiques maintenant qu'on analyse. Des choses même que les savants au IVe siècle, comme Ibn Faris, Al-Farra, etc., n'avaient pas. C'est-à-dire ici, on n'est pas là pour dire que les savants classiques se sont trompés, qu'ils étaient stupides, pas du tout. Il faut bien comprendre que le savant, il est dans l'épistémé de son époque, il est dans son siècle, si vous voulez. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Aujourd'hui, on a peut-être des informations autres permettant d'aller plus loin dans le champ d'investigation. Et donc les individus ont entre eux des activités sociales. Vous voyez bien que là, dans ce modèle de l'hyperlangue, il y a une réalité extra-linguistique, des activités sociales. Il y a du commerce, il y a, je ne sais pas, des réseaux, des relations interpersonnelles, des activités culturelles, comme ces marchés littéraires qui ont lieu entre les différentes tribus à différents endroits de la péninsule arabique. Pas que la Mecque, comme on l'a dit. Et ces relations de communication ont lieu dans un certain environnement. Vous voyez bien, une prise en compte socio-géographique. D'ailleurs, même les premiers traités de lexicographie, c'était quoi? C'était simplement recenser le vocabulaire du désert, les animaux, la nature, le contexte du désert. Vous voyez bien? Donc, cette communication, cette relation communicationnelle s'inscrit dans une réalité extralinguistique, socio-culturelle. Donc, ce qui nous amène à cette définition, on appelle hyperlangue un espace-temps structuré par des éléments qu'on vient d'énumérer. Voilà. Donc, Sylvain Auroux dit que la communication entre sujets, elle est régie par les normes de l'espace-temps, car en effet, durant cet acte communicationnel qui relie au moins deux sujets, cet espace-temps n'est pas vide. On ne communique pas dans un espace vide, une espèce de... le temps et l'espace sont suspendus, non. Donc il faut prendre en considération ces éléments linguistiques
surtout extra-linguistique, pour comprendre cette réalité communicationnelle. Donc en somme, en résumé, ces sujets, ces locuteurs qui appartiennent à un même espace-temps, ne sont pas obligés de parler la même grammaire, d'avoir, je dirais, le même accent. Certaines tribus disent « la », d'autres « la », vont avoir une emphase sur le « lam », par exemple. Voilà, par exemple. Donc, je résume par cette citation plutôt. Pour que les individus puissent communiquer, il n'est certainement pas nécessaire qu'ils partagent la même grammaire, dont au reste nous ne verrons guère ce qu'elle est, sinon à l'envisager sur le modèle de nos grammaires. Il faut qu'ils appartiennent à un même réseau de communication, à une même hyperlangue. L'intérêt de la notion d'hyperlangue est de prendre en compte, dans la détermination de l'activité linguistique d'une part, les sujets parlants et leurs différences de compétences d'autre part, l'environnement culturel et la réalité non linguistique. Voilà. Un exemple très proche de nous. Si je dis école libre en France et en Belgique, libre ne veut pas dire la même chose. Ça veut même dire quelque chose de totalement opposé. Libre en France, ça voudra dire école catholique, si je ne m'abuse. Si je dis université libre de Bruxelles, c'est plutôt université laïque de Bruxelles. Vous voyez, hein? Même en Belgique. Même en Belgique, mais libre, voilà. C'est réseau catholique. Oui, libre, réseau catholique. Ouais. Voilà, c'est laïque. Voilà. Vous voyez même le contexte. Le mot en lui-même, il change. L'arabité du Coran ou l'identité linguistique du Coran présuppose une connaissance du contexte socio-linguistique des Arabes, paradigme de l'oralité, existence d'une écriture, pas si défectueuse que ça, réalité tribale, une quarantaine de tribus avec chacun son loura, son parler, son dialecte, existence d'une fusha, d'une koiné, d'une lingua franca, que certains identifient donc à la poésie anté-islamique. Croyance, ou en tout cas position chez les érudits classiques, chez Farra, chez Moufaris, chez d'autres encore, que l'arabe du Coran et l'arabe, donc, et le dialecte quraishite. Ils utilisent des arguments, qui est un syllogisme, c'est-à-dire le prophète est quraishite, donc l'arabe a retenu cet usage dialectal. Il y a donc certaines positions, disons, existantes dans la tradition orientaliste, allant de la plus extrême position hypercritique de l'origine syro-araméenne du Coran à, disons, l'idée que le Coran, chez Blacher, est un arabe semblable à la koiné poétique de la Jahiliya. Il y a les diverses positions chez les linguistes arabes modernes qui ou bien reconnaissent que le Coran a retenu l'usage quraishite, mais que ce parler quraishite a lui-même été influencé par d'autres dialectes. D'autres qui récusent, qui réfutent catégoriquement cette identité quraishite de l'arabe coranique. Les lectures, le hadith des 7 ahruf et qira'at al-Qur'aniya ne confirment pas cette idée. L'affaiblissement de la Hamza chez les Qurayshites, mais pourtant cette Hamza retenue par le Coran et la Fusha. Les arguments sociologiques, donc c'est l'idée qu'il y avait plusieurs marchés commerciaux, littéraires, et pas seulement celui de la Mecque, là où les tribus se rencontraient, ils auraient pu s'influencer ailleurs. La Mecque n'était pas le seul carrefour littéraire. On a évoqué l'idée qu'il y a eu une critériologie de l'éloquence opérée par les grammairiens sur base de cette croyance qu'il y a une tribu plus éloquente que les autres. On a vu que cette position-là ne tient pas, en tout cas selon la linguistique moderne. Une tribu, qu'est-ce qui permet de déterminer qu'une tribu est plus éloquente qu'une autre? On a une absence, je dirais, d'une géographie linguistique et d'une dialectologie inclusive, donc permettant d'affirmer cela. Oui, donc on a certains usages coraniques qui échappent au parler de Quraysh. Donc, ce fameux verset qu'on a utilisé, mais il y en a encore d'autres, on peut encore en trouver. Inna hadani la sahiran.
On a ensuite évoqué ce qu'on appelle le processus de la grammatisation, de voir que ce processus de la grammatisation a, disons, en tant qu'entité autonome dans les sciences islamiques, a eu un impact important. Et nous avons terminé cette intervention par la théorie de l'hyperlangue, là où on va comprendre que les locuteurs d'un même espace sociolinguistique se comprennent sans forcément partager entièrement le même lexique, sans forcément partager la même grammaire, sans forcément avoir la même variation phonétique. Voilà, je vous remercie pour votre intervention. Alhamdoulilah.